qu'il est extrêmement fascinant. Tout le monde court après, sauf, je dis, il ne donne pas la joie. Donc la joie échappe à ça. Alors du coup, on est dans un monde d'ambiguïté où ce principe de dualité nuit à l'évolution. On dirait qu'on est encore enlisé dans l'hominisation et qu'il faut maintenant aborder l'humanisation, c'est-à-dire sortir des réflexes élémentaires et premiers de peur, comment dire, de recherche de pouvoir, de domination et de sécurité, parce que derrière tout ça, c'est évidemment significatif d'une insécurité profonde, pour passer à cette transcendance qui aboutit à se libérer de toutes ces pesanteurs pour arriver à cette légèreté, et cette légèreté qu'on voit dans la nature, qu'on voit où on a l'impression que tout ça est à la fois beauté, il n'y a rien de laid dans la nature, c'est difficile de trouver quoi que ce soit de laid, même un crapaud, quand on l'observe dans sa fonction, on se dit mais c'est beau, c'est bien fait pour la fonction qu'il doit assumer, et c'est un peu, pour moi, l'écologie, l'agriculture écologique, etc., participe en quelque sorte de tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est le fondement d'une révolution, une révolution humaine extrêmement importante si on ne le prend pas simplement au niveau de produire, consommer, etc., mais si on le prend au niveau du sens profond que ça peut avoir dans notre évolution et dans notre éclairage par rapport à la vie. Bon, j'ai plusieurs questions. Oui. Tu évoques le dualisme. Oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le dualisme, il a émergé avec le début de l'agriculture? Première question, est-ce qu'il ne s'est pas renforcé avec l'essor du monothéisme? Mais déjà, est-ce que le dualisme n'est pas né du fait qu'en situation agricole, où c'est bon ou c'est mauvais, où il y a, tu vois, tandis qu'avant les chasseurs-cueilleurs, ils n'étaient pas dans cette... Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu... Oui, il paraît que les chasseurs-cueilleurs n'étaient pas dans cette dualité parce qu'ils avaient aussi ils se concevaient en tant qu'élément constitutif d'un corps social. Chacun se sentait relié à un corps social. Et ça, c'est, si tu veux, dans notre espèce, l'être humain ne peut pas vivre seul. Nous sommes claniques, si tu veux. Nous avons besoin du groupe. D'abord, ça a été nécessaire pour survivre, on ne peut pas vivre tout seul, etc. Et de ce fait, ça a généré, dès le début, le fait que je me reconnais comme une appartenance directe à un groupe social, ce qu'on appelle un corps social. Donc de ce fait, je ne suis pas là pour dominer, je suis là comme élément constitutif d'une diversité de talents, et ces diversités de talents sont toutes mises ensemble pour que la sauvegarde du tout. Donc il n'y avait pas cet individualisme. Voilà. Et certains disent que, par exemple, que dans les premiers temps de l'humanité, les hommes vivaient dans les arbres pour des questions de sécurité, etc. Et qu'à ce moment-là, la fécondité de la femme était régulée par l'allaitement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle aille au bout de son allaitement, et le sevrage se faisait sur 5 ans, 6 ans. Mais l'enfant était relié à elle, et elle n'avait qu'un enfant. Son ovulation ne se faisait pas. À partir du moment où on est descendu se vivre sur Terre, donc une position assise, sédentaire, etc., l'ovulation a augmenté. Donc du coup, la femme est devenue plus féconde, et l'enfant qui naissait, finalement, c'était le dernier, eh bien la mère avait tendance à protéger plus le plus faible par rapport à l'adulte. Et donc, où elle essayait de le repousser. Et l'autre le vivait évidemment très mal. J'imagine que, même aujourd'hui, la jalousie, etc., ça peut provenir du fait que, d'abord, avant d'avoir assouvi les besoins du premier, un autre qui arrive, et à ce moment-là, il y a une concurrence, quoi. Il vit les choses comme une concurrence. Alors je pense que ça a dû aussi jouer beaucoup dans notre évolution par rapport à l'insécurité, par rapport à la violence, par rapport à toutes ces choses-là. Et alors quand le clan se vit comme un système homogène, avec une destinée collective, évidemment il peut aussi être dans l'antagonisme avec l'autre clan. Mais
D'abord, l'humanité n'était pas aussi prolifique et des espaces étaient très importants. Et je pense que bon, on arrivait, bon an, mal an, à éviter trop les antagonismes. Mais c'est vrai qu'après, probablement, le monothéisme, effectivement, le monothéisme a dû amener peut-être une rupture dans le sens où le primitif, lui, voyait le divin en tout, absolument en tout, ce qui donnait l'animisme. L'animisme, c'était pas adorer l'arbre, c'était adorer le principe qui a donné vie à l'arbre. Et là, il y a eu tout un quiproquo. On a cru que c'était de l'idolâtrie, qu'on idolâtrait les arbres. Pas du tout. L'arbre était l'intermédiaire, comme la source était l'intermédiaire. Et toute manifestation de la vie, même la roche, hein, silencieuse, était considérée comme l'émanation du principe divin. Principe divin inconnu, qu'on ne peut pas approcher et qu'on essaye d'approcher par les intermédiaires. À partir du moment où on est tombé dans le monothéisme, évidemment, on a un peu, on a instauré quand même un système patriarcal avec un dieu masculin, etc. Donc on sait que tout cela, puis toute la mythologie qu'il y a derrière tout ça, de jardin de l'Éden, avec qui est symbolique, mais qui est une symbolique quand même très parlante, hein, le jardin de l'Éden, avec Adam, Ève fabriquée avec la côte d'Adam, la transgression par rapport à l'arbre, le serpent, etc. Enfin, tout ça fait au détriment de la femme d'ailleurs, parce que la femme était considérée, elle, comme étant responsable de la déchéance et de la transgression. Donc, mis à la porte de l'Éden, et vous vivrez à la sueur de votre front, la femme enfantera dans la douleur, enfin tout ce qui a été inclus ensuite. Et effectivement, la notion de bien et de mal, la notion de transgression, la notion d'être conforme au divin ou opposé au divin, et je pense que tout ça a fragmenté, et ne serait-ce que cette perte du féminin masculin comme étant les deux éléments constitutifs d'une seule réalité. Chaque être humain a eu besoin des deux. Aucun être humain ne pouvait être créé simplement. C'est pour ça que maintenant on veut créer des êtres humains sans le couple. Ce qui est encore aussi une tentative en quelque sorte de ressembler, d'imiter le divin par la science. Alors tout ça inclut une énorme ambiguïté. Alors bien sûr, l'agriculture a été un progrès dans le sens où l'être humain a pu garantir en quelque sorte sa propre survie en passant acte et contrat avec la terre. Il faut savoir qu'au départ, ce contrat était sacré. Et il était impossible d'imaginer, j'ai eu des amis très, très férus en anthropologie et notamment la naissance de l'agriculture. Et au début, il était impossible que l'être humain s'adressât à la terre sans s'adresser au divin qui a généré. D'où tous les rites de sacrifice, tous les rites propitiatoires. On faisait les rites propitiatoires à quoi? Aux divinités. Divinités qui, elles, allaient présider à la fécondité de la terre. Et le tout était relié dans la conscience et dans l'esprit. Et donc, c'était déjà dans une démarche sacrée. Et au moment où on est arrivé à la modernité, disons, toute cette dimension sacrée, elle s'est étiolée en cours de route. Et en même temps, la notion de l'espace s'est modifiée. La notion de terre productrice est devenue, évidemment, a pris beaucoup plus de poids, et ça a été probablement à l'origine de dualité et de conflits. Parce que entre le temps où la terre est commune et où on part du principe qu'elle ne nous appartient pas,